Aujourd'hui, du coup, pour la suite de la dernière vidéo donc, du travail sur la décolonisation et l'indépendance des nouveaux États. Alors, on avait un petit peu avancé pendant la réunion CNED, mais je reprends là où la dernière vidéo s'était arrêtée, puisque je ne vous avais pas laissé le temps, du coup, de prendre les notes. C'est parti. Donc, on était donc arrivé à ce document-là. Question 7. Comment les États décolonisés présents à Bandung envisagent-ils leur avenir? Je relis les documents. 3. De l'émergence du tiers-monde de nos alignés. Petit a, la conférence de Bandung 1955. Il n'y a plus d'Asie soumise, elle est vivante, dynamique. Nous nous sommes résolus à n'être d'aucune façon dominés par aucun pays, par aucun continent. Nous sommes des grands pays du monde et voulons vivre libres sans recevoir d'ordre de personne. Nous attachons de l'importance à l'amitié des grandes puissances, mais à l'avenir, nous ne coopérerons avec elles que sur un pied d'égalité. C'est pourquoi nous élevons notre voix contre l'hégémonie et le colonialisme dont beaucoup d'entre nous ont souffert pendant longtemps. Et c'est pourquoi nous devons veiller à ce qu'aucune autre forme de domination ne nous menace. Nous voulons être amis avec l'Ouest, avec l'Est, avec tout le monde. Extrait du discours de Cloto de Nehru. Donc Nehru, je vous rappelle, c'est le personnage qui est au milieu de document B, là. Premier ministre indien à la conférence de Bandung le 24 avril 1955. B. La conférence de Belgrade et la naissance des non-alignés en 1961. Les pays non alignés offrent encouragement et appui à tous les peuples qui luttent pour leur indépendance et leur égalité. De gauche à droite, Nasser, chef de l'Égypte, Nehru, Premier ministre de l'Union indienne, et Tito, président de la République de Yougoslavie. Question 7. Comment les États décolonisés présents à Bandung envisagent-ils leur avenir? Donc c'est ce qu'on voit clairement juste ici. Ils ne veulent être ennemis avec personne, mais être mis sur un pied d'égalité. Donc en 1955, les nouveaux États indépendants d'Afrique et d'Asie se réunissent à Bandung en Indonésie, puis à Belgrade en 1961. Les participants condamnent le colonialisme et refusent de faire un choix entre les deux blocs de la guerre froide, États-Unis et URSS. Question 8, justement, qui sont ces hommes et quelle est leur volonté? Donc ça, les hommes, on les a déjà présentés juste avant, d'accord? Donc on voit bien ici Nasser, chef de l'Égypte, Nehru, Premier ministre de l'Union indienne et Tito, président de la République de Yougoslavie. Donc, sur la photographie, on voit Nasser, Nehru et Tito, chefs d'État de pays indépendants. Ils affirment leur non-alignement, donc c'est-à-dire qu'ils veulent échapper à la domination des États-Unis et de l'URSS pendant la guerre froide et soutiennent la lutte des peuples pour leur indépendance. Question 9. Quels problèmes rencontrent les nouveaux États indépendants d'Afrique? Attention, là on vous demande que sur l'Afrique, donc cela ne concernera que la carte numéro 4. Donc si on regarde bien la carte numéro 4, on se rend compte de trois grands problèmes. Tout d'abord des conflits, les étoiles rouges. Ensuite, un problème de malnutrition extrêmement important au cœur de l'Afrique. Et des conflits liés aux frontières qui sont nés justement après cette décolonisation, donc qui n'ont pas forcément respecté les populations qui étaient sur place. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend bien, voilà ce type de réponse. Le découpage des nouveaux États souverains est un héritage de la période coloniale. Il entraîne des conflits le long des frontières contestées par les populations. Pardon. Les guerres entraînent des déplacements de population. De plus, une partie de l'Afrique subsaharienne souffre de pénuries alimentaires pouvant entraîner de graves famines. Pourquoi peut-on justement parler de plusieurs tiers-mondes? Donc là, on va bien utiliser les deux documents. Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'en Afrique, la décolonisation s'est assez mal passée, alors qu'en Asie, c'est bien tout le contraire. En Asie, vous voyez qu'elle s'est vraiment développée et que la décolonisation a même permis en fin de compte ce développement. Donc en effet, à partir des années 1970, les NPI, nouveaux pays indépendants, émergent en Asie, alors qu'en Afrique, les pays pauvres s'enfoncent dans le sous-développement. On a cité les pénuries alimentaires, les zones de famine, les guerres, etc. On peut donc bien parler de plusieurs tiers-mondes. Trace écrite dans votre fichier, la naissance de nombreux pays indépendants en Asie et en Afrique de 1947 à 1962. Depuis l'époque de la colonisation, quelques pays d'Europe dominaient de vastes territoires en Asie et en Afrique. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS sont favorables à la décolonisation. Les deux superpuissances rivales n'ont pas de colonies et elles espèrent que les pays décolonisés se joindront à leurs camps respectifs dans la guerre froide. La plupart des colonies britanniques et françaises obtiennent leur indépendance entre 1946 et 1962. C'est la principale phase de la décolonisation. Vocabulaire à compléter dans votre fichier et à connaître. Anticolonialisme, attitude politique de ceux qui luttent contre le colonialisme. Non-alignement, mouvement fondé en 1961 par des pays du tiers-monde souhaitant échapper à la domination des États-Unis et de l'URSS pendant la guerre froide. Tiers-monde, justement, nom donné aux pays pauvres souvent issus de la décolonisation. Autrement dit, voilà un exemple de fiche de révision.
De la décolonisation aux nouveaux États, il y a bien eu trois étapes. Tout d'abord, une situation internationale favorable après 1945. Les puissances coloniales sont affaiblies par la guerre, l'URSS, les États-Unis et l'ONU sont favorables à la décolonisation. Puis cette phase de décolonisation qui dura de 1947 à 1962. Principale phase bien entendu. D'abord l'Asie, puis l'Afrique. Une décolonisation négociée en Asie et violente en Afrique. L'émergence du tiers-monde, avec trois grands moments, la conférence de Bandung, la conférence des pays non alignés qu'on a vu juste avant, et la pression du tiers-monde à l'ONU. Les nouveaux États indépendants évoluent, ils ont de nouvelles revendications. En effet, face aux deux blocs formés autour des États-Unis et de l'URSS, les nouveaux États prônent le non-alignement. On l'a cité dans la conférence de Belgrade en 1961, que vous avez revu ici. Ils sont confrontés à de nombreuses difficultés, on les a vues avant sur la carte politique, parfois même des guerres civiles, économiques, démographiques, etc. Ces nouveaux États indépendants revendiquent un nouvel ordre politique mondial dans lequel ils auraient une place leur permettant de connaître un vrai développement. En 1964, les États se réunissent dans le cadre de l'ACNUCED. Mots-clés, personnages, dates à retenir, c'est les mêmes qu'il y a sur l'auto-évaluation, à vous de les apprendre maintenant. Quels sont les hommes qui portent justement les aspirations des peuples à l'indépendance? Ce ne sont pas les trois seuls, ce que votre livre vous présente, il y en a bien d'autres, bien entendu. On peut citer Ben Bella, un des chefs combattants pour l'indépendance algérienne, dirigeant du FLN, emprisonné en France de 1956 à 1962, premier président de la République en Algérie. On peut citer Nehru, dont on a parlé juste avant, qui a vécu de 1989 à 1964, leader indépendantiste indien, premier ministre de l'Union indienne en 1947, un des chefs de file du mouvement des non-alignés. Nasser, président égyptien de 1956 à 1970, un des leaders de la conférence de Bandung puis du mouvement des non-alignés. Gandhi, 1869-1948, lutte pour l'indépendance de l'Inde dès l'entre-deux-guerres. Il prône la désobéissance civile, favorable à un État multireligieux, opposé à la partition Inde-Pakistan, un extrémiste hindou. C'est un extrémiste hindou qui va l'assassiner. Ho Chi Minh et enfin Senghor, 1906-2001, principal artisan de l'indépendance négociée avec la France en 1960, puis du maintien des relations amicales entre les deux pays. Grand 2. Étude de cas, l'indépendance de l'Inde britannique. Donc justement, on va se demander comment l'Inde conquiert-elle son indépendance et comment s'affirme-t-elle ensuite. Alors, premier travail. Sur quel continent l'Inde se situe-t-elle? Quelle était la situation de ce pays avant la Seconde Guerre mondiale? Alors je pense que ça va être assez clair pour la première partie de la question. Nous sommes en Asie. Alors je lis le document. L'Inde, colonie britannique, réclame son indépendance dès la fin de la Première Guerre mondiale. Cette revendication, d'abord menée par Gandhi, passe par la non-violence. Rappelez-vous, Gandhi, on l'a vu il y a 2 secondes. Elle s'accentue au cours de la Seconde Guerre mondiale sous la conduite de deux partis nationalistes, le Parti du Congrès dirigé par Nehru et la Ligue musulmane dirigée par Jinnah. En 1947, le Royaume-Uni accorde son indépendance à l'Inde, mais ne peut empêcher la partition de son territoire en deux États, l'Union indienne, l'hindou et le Pakistan musulman. L'Union indienne qui est de confession hindoue et le Pakistan qui est de confession musulmane. L'Inde de la colonie aux États souverains. 1946, la résolution Quit India du Parti du Congrès demande l'indépendance de l'Inde. 2 juin 1947, l'indépendance de l'Inde et la partition en deux États, un État hindou, l'Union indienne, et un État musulman, le Pakistan. Déplacement des populations et massacres entre hindous et musulmans. 1955, conférence de Bandung, condamnation de la colonisation par les États nouvellement indépendants, parmi lesquels l'Union indienne. 1960-1980, développement de l'Inde avec la révolution verte, développement de la production industrielle, mais persistance de fortes inégalités de richesse. Et document 2, qui vous présente la partition justement du territoire indien entre d'un côté le Pakistan qui entoure l'Union indienne. Donc justement, quelle était la situation de ce pays avant la Seconde Guerre mondiale? On le voit juste ici. Donc l'Inde est bien sur le continent asiatique. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle était une colonie britannique. Quand devient-elle indépendante? Donc, on a déjà lu le document. En effet, elle devient indépendante bien en 1947. Comment l'Inde obtient-elle son indépendance et que devient son territoire? Je pense que ça c'est clair avec la carte, mais on va rajouter le document 3. Conférence sur la partition de l'Inde. En effet, l'Inde va être divisée entre d'un côté l'Union indienne et le Pakistan. Partition, division. Lord Mountbatten. Donc Lord Mountbatten, c'est le personnage ici. Annonce aux principaux leaders nationalistes indiens le départ du Royaume-Uni et le partage de l'Inde en deux États. Jawaharlal Nehru est juste ici à gauche.
vice-roi des Indes britanniques, et Ali Jinnah à droite, favorable à un État musulman séparé, gouverneur général du Pakistan de 1947 à 1948. Donc, comment l'Inde obtient-elle son indépendance? Que devient son territoire? En effet, l'Inde obtient son indépendance par la non-violence. Donc, menée par Gandhi, l'Inde obtient son indépendance par la non-violence. Son territoire est partagé en deux États. D'un côté, l'Union indienne, avec une population majoritairement hindoue, et le Pakistan, avec une population majoritairement musulmane, qui, lui, est divisé également en deux territoires distincts. Question 4. Quelles sont les conséquences humaines de la partition de cette division? Document 4. Entre 1947 et 1948, 10 à 15 millions de personnes traversent les frontières des nouveaux États. Donc vous avez bien compris que du coup, les populations euh, vont subir cette partition. Donc cette partition entraîne des affrontements violents entre communautés religieuses et des déplacements massifs de musulmans de l'Inde vers le Pakistan et d'hindous du Pakistan vers l'Inde. Imaginez un petit peu ces pauvres populations, du coup, tout ce qu'elles ont subi. Question 5. Comment l'Union indienne affirme-t-elle son indépendance sur la scène internationale? Document 5. L'affirmation de l'Union indienne, le non-alignement. Dirigeant historique du Parti du Congrès, Premier ministre de l'Inde dès son indépendance en 1947 et jusqu'à sa mort en 1961, Nehru domine la construction nationale de son pays. C'est surtout dans le domaine de la politique étrangère que son empreinte est immense. La politique de non-alignement dont il est l'auteur découle de sa conviction que la coexistence pacifique entre les deux blocs et la paix mondiale sont les seules conditions du développement économique des pays anciennement colonisés. Le non-alignement est un moyen d'affirmer l'indépendance nationale, de revendiquer le rôle des pays pauvres dans la conduite des relations internationales sur un pied d'égalité. Donc, comment est-ce que l'Union indienne affirme-t-elle son indépendance sur la scène internationale? On voit ça avec ce terme de non-alignement dont on a déjà parlé juste avant, en effet. Voilà. Nehru, ici, Premier ministre de l'Union indienne de 1947 à 1964, prône la politique du non-alignement. Les nouveaux États indépendants souhaitent le rester et refusent la domination des États-Unis ou de l'URSS pendant la guerre froide. Question 6. Dans quel domaine le nouvel État indien accomplit-il une révolution? Justifiez votre réponse en citant les chiffres. Qu'est-ce que cela va développer chez l'État indien, ce non-alignement? Du coup, ils vont pouvoir travailler pour eux-mêmes. Ils seront liés à personne. Et justement, où est-ce qu'on voit le plus grand changement? Regardez un petit peu. Production de céréales. On passe de 51 millions de tonnes en 1950, 202 millions de tonnes en 2000. Importation, 5 millions, zéro. Donc ça veut dire qu'ils vont s'autosuffire eux-mêmes. Ils ne seront plus liés à personne. Ils n'auront plus besoin d'acheter à prix d'or des céréales à d'autres. Imaginez un petit peu quand même, l'indépendance passe par le domaine économique également. Donc en effet, l'Inde va mener une révolution verte. Verte, ça veut dire dans le milieu agricole. Dans le domaine agricole, par ses innovations agricoles. L'utilisation d'engrais inexistante en 1950 passe à 170 kg par habitant en 2000. Sélection de céréales, irrigation. Sa production double entre 1950 et 1970. 51 millions de tonnes en 1950, 108 en 1970, et elle n'a plus besoin d'importer de céréales en l'an 2000, alors qu'elle importait 5 millions de tonnes en 1950. Trace écrite, raconter comment l'Inde acquiert son indépendance et comment ensuite l'Union indienne s'affirme. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, les revendications non violentes de l'Indien Gandhi portent leurs fruits. Les Britanniques accordent l'indépendance et leur colonie indienne sans conflit armé. C'est une indépendance obtenue pacifiquement. Néanmoins, des troubles surviennent au moment de la partition de l'ancien empire colonial des Indes, quand l'Inde se sépare du Pakistan. Donc, l'indépendance des colonies d'Afrique et d'Asie s'accompagne de la naissance de nouveaux États. Et vous voyez bien que cette indépendance en Afrique et en Asie est totalement différente. Définition à connaître. État souverain. État reconnu dans ses frontières par la communauté internationale, il est indépendant. Hindou, adepte de l'hindouisme, religion pratiquée en Inde. Musulman, adepte de l'islam. Non-alignement, mouvement fondé en 1961 par des pays du tiers-monde souhaitant échapper à la domination des États-Unis et de l'URSS pendant la guerre froide. Révolution verte, intensification de la production agricole, pratiquée notamment en Inde dans les années 1960 et 1970 par l'apport d'engrais et de nouvelles espèces végétales à haut rendement. Autrement dit, le cas de l'Inde, nous voyons bien qu'en Inde, ça a été une décolonisation négociée entre le Royaume-Uni, le Parti du Congrès et la ligne musulmane. Indépendance acquise en 1947, avec d'un côté l'Union indienne et de l'autre côté le Pakistan, mais malheureusement des violences entre musulmans et hindous qui vont entraîner des déplacements de population à l'issue de l'indépendance. Cela va créer quoi? Les débuts de l'Union indienne, un pays démocratique,
Le leader des pays non alignés, un pays malgré tout sous-développé avec une population rurale et très pauvre et une explosion démographique et des tensions entre l'Union indienne et le Pakistan. Bilan. En 1947, on est bien face à la fin de l'Empire des Indes. Union indienne hindoue, après, d'un côté, Pakistan, Bangladesh et Inde. D'accord. Conclusion, l'Afrique et l'Asie connaissent bien une vague de décolonisation à partir de 1945 qui donne naissance à de nombreux États. Les métropoles européennes ont accordé ces indépendances après des négociations. Toutes les décolonisations n'ont pas été pacifiques. L'Inde est décolonisée sans guerre d'indépendance, de même que les anciennes colonies françaises au sud du Sahara. Par contre, l'Algérie n'obtient son indépendance qu'après une longue guerre contre l'armée française entre 1954 et 1962. Voilà. Un exemple de schéma chorématique encore, dont vous pouvez vous inspirer pour créer votre fiche de révision. Voilà, dans votre livre, comment est-ce qu'on vous présente ça? Donc à vous de mixer les deux. Les mots-clés, les dates clés à connaître, les personnages clés. Un autre exemple ici de schéma chorématique. Inspirez-vous, hein, parce que ça sera encore plus utile en fin de compte pour l'année prochaine. Ici, ce schéma chorématique, il vous faudrait rajouter les couleurs vraiment pour mettre en avant les différents grands moments. Donc colorier en jaune les origines lointaines de la décolonisation, en rouge les origines directes de la décolonisation, en bleu la décolonisation, en vert les conséquences. Donc là, qu'est-ce qu'on vous explique? Qu'est-ce qu'on vous apprend à faire? À organiser en fin de compte pour préparer le travail de la composition que vous ferez l'année prochaine en seconde. Donc en jaune, Première Guerre mondiale, donc les origines, exploitation des colonies. En rouge, les origines directes, mouvement indépendance, Seconde Guerre mondiale, qui va créer de nouvelles promesses, les maîtres blancs vaincus par les Japonais, promesses des maîtres blancs non tenues, appui de l'URSS. En bleu ici, toute la décolonisation, violente et pacifique, avec des exemples tout le temps. Et en vert, les conséquences. Qu'est-ce que cela a créé juste après? Un autre exemple de schéma chorématique trouvé sur internet selon les envies de chacun, d'accord? Après, c'est chacune vraiment qui doit créer son schéma chorématique qui doit vraiment lui ressembler et lui permettre de bien apprendre. Voilà. Troisième exemple. N'oubliez pas, bien entendu, une petite vidéo de révision sur le site YouTube des bons profs. Vous pouvez toujours utiliser, c'est très bien fait. Et l'Historio Quiz. Tous les liens, bien entendu, comme toujours, seront en barre d'infos. Allez, bon travail les filles, à très vite.